Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous accueillons Faouzia Kordi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là en tant que représentante du candidat. Il faut prendre le micro, Faouzia. Vous êtes là en tant que représentante du candidat Nicolas Dupont-Aignan. Vous allez nous parler de son programme, notamment en ce qui concerne notre département, le 101e département français. Vous restez avec nous au Faouzia. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va voir avec vous ce qu'il en est de cette grève à la CSSM. Qu'en est-il? Est-ce qu'un compromis a été trouvé, sortie de conflit s'annonce? Oui, non, on en saura plus avec vous tout à l'heure Pierre. Mais d'abord voici les titres de ce vendredi 14 avril. Poursuite de la grève à la CSSM, alors que les agents continuent de réclamer l'application des retraites complémentaires, le député Bouane Saïd a décidé de s'emparer de ce problème en se fendant d'une lettre destinée à la ministre des Outre-mer, dans laquelle il demande que les promesses de 2012 soient tenues. Plus d'informations en ouverture de ce journal. Nouvelle conférence aujourd'hui dans le cadre de l'agenda culturel du CUFR. Cette fois, ce sont les mathématiques et la navigation qui ont été abordées par Serge Paronneau, enseignant mathématiques au centre universitaire et passionné de navigation à voile. Explication. Après avoir récemment créé leur école de football pour les plus jeunes, le football club de Mtsapéré a distribué hier à ses 90 membres du matériel sportif. Équipements, survêtements, sacs, jeux de maillot, les footballeurs sont désormais fin prêts à affronter les autres équipes de Lille sur le terrain vert. Reportage à la fin de cette édition. Et cela fait maintenant près de 2 semaines que la CSSM affiche porte close. Après celle de 2007, 2011 et 2012, les agents ont entamé une nouvelle grève dont les revendications sont similaires au mouvement précédent. Retraite complémentaire, point d'indice des salaires, révision des indemnités de transport. Autant de revendications qui posent toujours problème alors que nombre d'entre elles avaient fait l'objet d'un consensus en 2012. Interpellé par les grévistes, le député Bouane Saïd a décidé d'écrire à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Énième journée de grève ce matin à la CSSM. Le spectre du mouvement de 2012 qui avait duré 2 mois plane aujourd'hui au-dessus de l'institution. En effet, depuis le début de la semaine, le statu quo demeure aux grandes dames des représentants syndicaux. Ce qui bloque, c'est l'ouverture des négociations pour arriver à une solution, parce qu'il faut une solution. Il faut que les agents de la Sécu puissent avoir la certitude qu'ils auront une retraite complémentaire comme celle servie dans les départements d'outre-mer. Donc aujourd'hui, cette certitude-là, elle est loin d'être acquise. C'est la raison pour laquelle les grévistes continuent à camper sur leur position. Depuis vendredi dernier, les agents attendent toujours une date en vue de la tenue d'une réunion paritaire nationale. En effet, le temps presse en cette période électorale. La situation s'est aggravée puisque jusqu'à maintenant on n'a pas de solution. Nous on avait demandé une réunion paritaire nationale avant le 21, avant les élections présidentielles, parce qu'on sait pertinemment que dès qu'il y aura les élections présidentielles entre 2 tours, notre dossier ne sera pas traité. C'est la raison pour laquelle on avait demandé une réunion avant le 21 avril. Force est de constater que jusqu'à maintenant on ne nous propose rien du tout. Donc on ne nous propose rien du tout, nous on reste mobilisés. Face à cette situation de blocage, les agents ont fait appel au député Bouane Saïd. Ce dernier s'est fendu d'une lettre destinée à la ministre de la Santé Marisol Touraine. Il explique ainsi que le 18 avril 2012, l'UCANS a signé un protocole d'accord dans lequel il est stipulé que l'employeur s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour la mise en place d'un régime de retraite complémentaire à Mayotte. 5 ans plus tard, le député ne peut que constater que rien n'a évolué. Cette mise en œuvre n'a pas eu lieu et les salariés se sont mis en grève à juste titre. Et donc m'ont interpellé et donc j'ai saisi le ministère pour leur dire que voilà, tout est en règle pour que ceux-ci bénéficient de cette retraite complémentaire. Et tout est en règle d'ailleurs pour que la retraite complémentaire soit étendue à Mayotte. Je suis d'accord avec les salariés de la sécurité sociale, comme je vais demander
aux retraités de Mayotte de se mobiliser également pour leur propre retraite. Dans son courrier, le député a rappelé que la dernière grève à la Caisse de sécurité sociale avait duré plus de 2 mois. Elle avait été désastreuse pour la population, ce qui amène Bouanali Saïd à poser la question suivante. Doit-on attendre qu'un tel chaos se reproduise ? Alors Pierre, on sait que les négociations continuaient. Qu'en est-il actuellement ? Oui, c'est toujours en cours, donc effectivement il y a une réunion aujourd'hui. Alors on sait que lorsqu'il n'y a pas eu beaucoup de réunions, il n'y en a eu que 3, mais lorsqu'elles ont eu lieu, elles ont duré vraiment très longtemps, jusqu'à 22 heures, donc de longues heures. Alors on se demande vraiment de quoi ils parlent, parce qu'on sait qu'effectivement il y a des revendications qui sont des revendications au niveau national, notamment la retraite complémentaire, avec cette promesse de Lucas en 2012 d'appliquer cette retraite complémentaire aux agents de Mayotte, puisque ce sont les seuls aujourd'hui en France à ne pas en bénéficier. Ensuite il y a effectivement les revendications locales, donc on peut imaginer qu'avec la directrice locale, la directrice par intérim, ils sont en train d'évoquer ces problèmes-là aussi. Et on sait que c'est des problèmes importants puisqu'il s'agit du point d'indice des salaires, aussi des problèmes des transports et de la mobilité. Donc voilà, donc effectivement, pour l'heure, les négociations continuent, mais il y a un gros problème, ça a été évoqué dans le sujet, c'est qu'on est en période électorale. Exactement. On est à 1 semaine et demie, moins d'1 semaine et demie du premier tour de l'élection présidentielle. Effectivement, il risque d'y avoir des semaines de latence jusqu'aux législatives. Ça risque d'être compliqué d'obtenir des choses, même si Lucas est un organisme qui ne dépend absolument pas de l'État et qui est un organisme à part entière qui peut prendre des décisions sans s'en référer au ministère de la Santé. Quoi qu'il en soit, on sait que ça sera compliqué, que cette grève, elle risque de durer pour cette raison, puisque Lucas ne propose toujours pas de date. Il voulait une date avant le 21, soit avant vendredi prochain et avant le premier tour d'élection présidentielle le 23. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse sur ce point. Donc on va continuer à suivre ce qu'il en est. Et la semaine prochaine, il risque de monter encore d'un cran au niveau des actions. On sait que lundi c'est férié, mais ensuite les autres jours, ça risque d'être des jours vraiment avec une mobilisation très forte de la part des agents, parce qu'ils veulent ni plus ni moins que l'application de ce protocole de sortie de conflit qui date de 2012 et qui 5 ans plus tard n'a toujours pas été appliqué. C'est assez étonnant, mais bon, c'est récurrent à Mayotte, donc voilà, on s'étonne qu'il y ait fallu attendre 5 ans avant que cette question soit à nouveau remise sur la table. Mais voilà, il en est ainsi, et puis on va suivre, en tout cas dès la semaine prochaine, ce qu'il en est, et puis peut-être ce soir, il y aura déjà des points de satisfaction au sortir de cette réunion. Donc on fera le point, bien sûr, dans nos éditions à venir. Merci beaucoup, Pierre. Et le département doit à nouveau faire face à un nouveau débrayage, celui exercé par les agents de l'unité territoriale d'action sociale et de l'antenne du RSA au sud de l'île. En cause, le manque de moyens et des conditions de travail insupportables, en raison notamment de l'état de délabrement des locaux. Cela fait donc des années que les agents réclament de nouveaux locaux. Des propositions de déménagement avaient pourtant été faites l'année dernière, notamment à Bandrélé, mais à ce jour, rien n'a toujours été fait. Les agents ont donc décidé de monter au créneau en refusant d'assurer les services ce vendredi dans la commune de Chirongui. Les explications avec Sony Chamsidine. Ce vendredi, les personnels de l'UTAS et du site RSA ont cessé le travail. Excédés par des promesses non tenues par le conseil départemental, les agents des 2 services départementaux ont fait valoir leur droit de retrait. Jusqu'alors, aucune personne, ni le DGA, ni les élus, personne n'est venu nous parler et nous donner des propositions concrètes. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un local bien, qui peut contenir tout le monde dans des conditions optimum, soit celui de Bandélé, soit il nous propose notre local qui peut contenir tout le monde dans des conditions. Et on continue, on reviendra sur ce sujet. On continue maintenant avec la présentation du dernier candidat à l'élection présidentielle. À 56 ans, Nicolas Dupont-Aignan est candidat pour la seconde fois après 2012. Ancien adhérent de l'UMP, il est aujourd'hui président du parti Debout la France et compte bien récupérer les électeurs qui ont quitté François Fillon. En ce qui concerne son programme, il est principalement axé sur la renégociation des traités européens, le rétablissement du contrôle aux frontières ou encore la création d'un référendum d'initiative populaire. Le point détaillé dans ce sujet, signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le président du parti Debout la France compte bien être la surprise de cette élection. À 56 ans, Nicolas Dupont-Aignan possède pour cela un programme basé sur la réforme des institutions. Il compte ainsi diminuer le nombre de parlementaires d'1 tiers, revenir au septennat et prendre en compte le vote blanc dans les résultats des élections. En matière d'économie et d'emploi,
Il souhaite exonérer de charges pendant 5 ans le recrutement en CDI d'un chômeur de longue durée, garantir des débouchés plus nombreux aux PME françaises en leur réservant 50% de la commande publique, ou encore baisser de moitié le taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Il veut par ailleurs maintenir l'âge de la retraite à 62 ans, augmenter les salaires nets de 10% et rétablir le dispositif d'exonération des heures supplémentaires pour assouplir les 35 heures. Concernant la sécurité, il promet de recruter 50 000 soldats et 10 000 policiers au cours du quinquennat. Il envisage par ailleurs de créer 40 000 places de prison et d'expulser tout étranger condamné pour un crime ou un délit passible d'emprisonnement. Au sujet de l'éducation, il souhaite augmenter le temps consacré au calcul et au français et revenir au nombre d'heures de 1968. Son programme prévoit également de supprimer l'enseignement des langues et des cultures d'origine, d'abandonner les rythmes scolaires et de ne pas dépasser 15 élèves par classe dans les établissements sensibles. En matière de santé, il compte réunir des états généraux avec tous les professionnels concernés pour bâtir un régime de sécurité sociale unique. Il veut en parallèle augmenter d'1 tiers le nombre de médecins et leur permettre d'être mieux rémunérés s'ils s'établissent dans les déserts médicaux. Sur la question de l'écologie, Nicolas Dupont-Aignan souhaite remplacer pétrole et gaz par des énergies décarbonées, revenir sur l'objectif de 50% de nucléaire dans la production électrique en 2025 et remplacer les 10 millions de véhicules les plus énergivores en 10 ans. En ce qui concerne l'Europe, il prône un arrêt immédiat de toutes les négociations pour l'élargissement de l'Union européenne. Cela s'accompagnera du remplacement de l'UE par une communauté des États européens, afin notamment de permettre à tous les pays qui le souhaitent de se réunir en petits groupes autour de projets d'avenir. Enfin, concernant les Outre-mer, le candidat de Debout la France veut mettre en œuvre une stratégie nationale de promotion des atouts de l'Outre-mer et déployer une véritable continuité territoriale avec l'Hexagone. Il promet en outre de diviser par 2 le prix des billets d'avion entre l'Outre-mer et l'Hexagone, d'augmenter le nombre de places offertes par le service militaire adapté, ou encore de concentrer et renforcer la défiscalisation pour les investissements réalisés outre-mer. En 2012, il avait obtenu 1,79% des suffrages exprimés. Mais cette fois, l'objectif est clairement de dépasser les 5%, voire beaucoup plus si affinité. Et on parle justement du programme de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, avec vous, Fawzia Kordji. On a vu décliner le programme dans ses grandes lignes. Aujourd'hui, qu'en est-il de Mayotte? Quelles mesures phares vont être prises pour Mayotte par Nicolas Dupont-Aignan? Les mesures phares, c'est ce qu'on vient de dire et je ne pourrais pas tout le temps répéter. D'ailleurs, tout simplement, ce que je peux dire, c'est que c'est la seule personne qui est venue ici, c'est le seul candidat qui est venu ici, qui a déclaré, qui a été outré, qui a été blessé de voir Mayotte dans l'état qu'il est et que nous l'avons reçu. Déjà, il a demandé à ce qu'on le reçoive. On en a discuté avec. Il a pointé du doigt toutes les problématiques des Mayotte. D'ailleurs, dès qu'il est arrivé en France, il a écrit une lettre au président de la République pour lui attirer son attention. Et c'est le seul candidat d'ailleurs qui parle de Mayotte à chaque meeting en France. Et je peux même dire qu'avant-hier il était aux Antilles, mais il a parlé de Mayotte. Je crois que c'est le seul qui veut mettre Mayotte debout, étant donné que Mayotte est tombé de genoux, on est à genoux aujourd'hui. Et mais je dirais que Nicolas Dupont-Aignan veut mettre debout Mayotte, et ça je le dis et je le crois. Alors dans son programme, on a entendu des choses, Fawzia, on a entendu parler notamment de ce qui concerne l'outre-mer, Mayotte aujourd'hui. On va parler notamment d'un des points qui est évoqué dans son programme, la suspension immédiate du droit du sol, Fawzia. Vous pouvez nous en parler? Mais je peux vous en parler, partout tout le monde dit que c'est pas possible. C'est pas écrit sur un marbre où on peut pas, comment dirais-je, effacer. Toute décision, ça se prend et ça se discute et ça s'explique. Si aujourd'hui, les suppressions... Fawzia, ça n'a pas marché. Mais c'est que justement, ils n'avaient pas des arguments. Mais dans l'état qu'il y a Mayotte et la Guyane aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas le droit de refuser cette suspension de suppression de, comment dirais-je, des droits du sol. On ne peut pas continuer et il faut qu'on l'explique, il faut qu'on ait les arguments, il faut les démontrer pour que comment dirais-je, l'Assemblée nationale et tout le monde puissent comprendre de quoi il s'agit. Mais il faut qu'il y ait un candidat fort, convaincu,
pour pouvoir le faire. Alors ça, c'est en matière d'immigration notamment. Faouzia, il s'agit aussi de parler du programme. On parle d'éducation. Dans l'un des points évoqués, on a vu la suppression des langues d'origine. Qu'est-ce que Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne parlera plus de ces langues régionales qui ont tant été mises en avant ces dernières années? Mais langue d'origine, ça, c'est pas parce qu'on le met dans les programmes. Quand on a envie de parler sa langue, on le dit, on le parle. Moi, je peux parler français, maoré à l'école pour pouvoir le parler aujourd'hui. Moi, je crois que c'est parmi les choses où il l'a pensé, mais c'est pas l'essentiel de ce qui m'amène et ce qui m'a séduit. Ça fait partie de son programme quand même. Voilà, mais ce qui m'a séduit avec son programme, c'est plus haut, c'est plus loin, et je crois que c'est le seul d'ailleurs qui a pu constater ce qui se passe à Mayotte, et je suis convaincu que M. Dupont-Aignan sera un président pour la France, et il mettra debout la France, et surtout il mettra debout Mayotte. Moi, je voulais dire que ça me fait mal au cœur de voir aujourd'hui tous ces élus, tous ceux qui sont dans le soutien de n'importe quel, comment dirais-je, candidat. Mais vous savez que Mayotte est vraiment tombée. Les Mahorais sont traduits à la justice à cause de leurs biens, de leurs droits. Regardez ce qui se passe à Beni avec cette dame, Salama, qui a été traduite à la justice. Qui c'est tout ce monde-là qui crie? Quelle mesure particulière doit être prise? Justement, je voudrais que tout le monde se mette d'accord et qu'on essaye de défendre nos intérêts, mais ne pas attendre pendant les élections, dire je soutiens un tel, je soutiens un tel, pendant que Mayotte est en train de sombrer. Alors justement, Mayotte aussi, on connaît la situation des entreprises, une situation économique qui n'est pas forcément au plus fort. Quelles mesures vont être prises par Nicolas Dupont-Aignan pour justement remettre l'économie à flot? Mais d'abord, il a dit, dès qu'il sera élu, il va envoyer 300 millions d'urgence en l'espace d'un an pour mettre tout dans le norme. Disons, moi, l'économie, c'est bien, mais moi, quand on parle de... La Guyane a eu plus d'1 milliard, il réclame 2 milliards. Mais qui dit mieux? Mais vous pensez qu'aujourd'hui, on est en train de parler de l'économie, mais l'économie à Mayotte, il va mal, tout simplement parce qu'il est mal géré, il est mal contrôlé. Imaginez l'état du monde qui vendent sans payer des patentes, sans payer qui ne sont pas, qu'on a laissé d'ailleurs exprès, et qu'on incite. Vous voyez tous les vendeurs à la sauvette, vous voyez tous ceux qui sont dans les abords, qui ne cessent pas de parler, qui ne payent pas des impôts et qui vendent très cher d'ailleurs leurs produits. Mais tout ça, il faut le mettre en machin, comment dirais-je, en règle, il faut régler les problèmes. Et en plus, il faut essayer peut-être, je dirais, on en a parlé moi avec lui, d'envoyer des gens ici qui ne sont pas ni arrogants, qui ne vont pas mépriser les Mahorais, qui feront leur travail. Comme l'a dit l'autre, ne pas envoyer tout le temps des gens qui viennent ici et qui ignorent Mayotte et qui continuent à accentuer et à comment dirais-je, à vouloir nous punir par méchanceté, par haine. Et ce que je trouve aujourd'hui, c'est que ça va très mal, et le seul qui peut nous sortir de là, c'est Dupont-Aignan. Son programme est là, ceux qui veulent le voir, je les invite parce qu'on parle en français, et ceux qui nous invitent en français, qui nous entendent en français, doivent aller dans le site de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, on le verra et ils le liront mieux que moi si je reste ici à le dire, mais je crois que le Dupont-Aignan est sincère. C'est pas celui qui vient pour 1 heure à l'abattoir pour venir raconter sa vie et nous dire qu'il va aider les autres îles comme si nous ici on n'existait pas. Et puis ça fait mal parce qu'on est en train de mentir les Mahorais. Merci beaucoup Faouzia. Oui, mais j'ai un dernier mot, parce que quand j'entends certains dire la France en marche, la France en marche, la France en marche, je crois que puisqu'on est tombé par le genou, il faut qu'on se mette d'abord debout pour qu'on puisse marcher. Merci. Le message est bien passé. Merci beaucoup Faouzia Cordier. Je rappelle que vous êtes membre du comité de soutien de Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France.
Et souvenez-vous maintenant, le 15 mars dernier avait lieu le coup d'envoi de la semaine des mathématiques. Une semaine qui avait pour objectif de montrer une image vivante des mathématiques tout en démontrant son utilité dans notre quotidien. Eh bien, cela a encore été prouvé lors d'une conférence tenue ce midi au CUFR. Une conférence intitulée « Les mathématiques et la navigation » est menée par Serge Paronneau. Reportage d'Adèle Laurent. Serge Paronneau est enseignant en mathématiques au CUFR et passionné de navigation à la voile. Il a ce midi proposé lors d'une conférence publique de découvrir une des plus concrètes applications des mathématiques. On utilise les mathématiques pour naviguer quand on veut naviguer intelligemment, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait naviguer autrement, mais naviguer intelligemment, c'est savoir se situer, savoir se diriger, être capable à un moment donné de gagner du temps, d'anticiper le mauvais temps par exemple, toutes notions qui sont très en relation avec les mathématiques. Et lors de cette conférence, Serge Paronneau a exposé les calculs mathématiques appliqués notamment à la cartographie qui ont permis progressivement de s'orienter en mer. Il a aussi expliqué comment calculer la vitesse limite d'un bateau afin de savoir précisément la limite des possibilités de celui-ci. Ça sert à rien d'avoir un bateau qui ne sort pas de l'eau. Il y a des bateaux qui déjaugent. Ça sert à rien d'avoir un bateau qui ne sort pas de l'eau, qui avec un moteur de 20 chevaux atteindrait sa vitesse limite. Si vous lui mettez un moteur de 200 chevaux derrière, vous consommerez davantage d'essence, vous paierez votre moteur plus cher, mais vous n'irez pas plus vite en vitesse limite. Alors la formule qui donne la vitesse limite d'un bateau, c'est 2,4 que multiplie la racine carrée de la longueur du bateau. La longueur du bateau est exprimée en mètres et cette formule vous donne la vitesse limite exprimée en nœuds. Et cette conférence avait aussi une dimension symbolique. Après avoir donné son dernier cours hier, Serge Paronneau a conclu sa carrière par cette conférence ce midi. Il part en effet à la retraite et compte bien en profiter. Alors, comment je vais utiliser mon temps? Si je vous fais la liste, ça va être très long. Je vais être surbooké comme probablement tous les retraités. Bon, il y a la famille évidemment qui est un incontournable, mais j'ai toujours été passionné par le sport en général. Je pense que bon, plus je vais avancer en âge, plus la voile va être importante. Et donc, je possède un bateau qui n'est pas très grand, pas très petit, et je compte bien partir dessus, oui. Toute l'équipe de KTV souhaite bon vent à l'enseignant navigateur. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 14 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Alliance Police Nationale tire à nouveau la sonnette d'alarme en saisissant la cellule de prévention des risques psychosociaux. En effet, à travers un tract, les syndicats dénoncent le manque de moyens tant matériels qu'humains. 80% du parc auto de la DDSP serait ainsi hors service. Cela contraint les agents à patrouiller à pied dans des secteurs à haut risque. Les policiers se retrouvent de plus en plus exposés à des situations de danger, sans pouvoir se défendre et sans pouvoir s'extraire. Selon Alliance, la BAC et le groupe de sécurité de proximité s'affrontent pour avoir un véhicule. Face à cela, le GSP n'assure plus qu'un service minimum et se retrouve mis en cause dans son action. Par ailleurs, le syndicat affirme que seuls 3% des effectifs ont été remplacés sur la centaine attendue et promis par le gouvernement. La situation est donc telle qu'Alliance Police a décidé de lancer le dispositif de veille sociale au travail afin d'éviter des accidents tels les burn-out. Alors que le collège de Mtsangamouji est fermé, en raison des violences qui se sont abattues au sein et à l'extérieur de l'établissement ces derniers jours, une intersyndicale vient de déposer un préavis de grève. En effet, la CGT Éducation, FO et Sud Éducation dénoncent des conditions d'accueil et de travail inacceptables, en raison notamment de la non-conformité des locaux, du manque de moyens et de la surpopulation scolaire. En outre, les violences de ces derniers jours poussent l'intersyndicale constituée à appeler les personnels à cesser le travail le jeudi 20 avril pour une durée de 24 heures. Par ailleurs, les syndicats formulent plusieurs propositions pour améliorer la situation dans l'éducation à Mayotte. Parmi elles, les syndicats souhaitent un plan d'investissement massif, un plan de recrutement d'agents administratifs ou encore un classement en REP+ de tous les établissements du département. La bronchiolite sévit toujours à La Réunion comme à Mayotte. Des épidémies sont observées depuis plusieurs semaines et ne semblent toujours pas éradiquées.
La bronchiolite est une maladie virale des petites bronches très contagieuse et qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans. L'ARS Océan Indien rappelle donc toutes les précautions à prendre pour faire face à ces épidémies. Le virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux, le matériel souillé par une personne enrhumée et par les mains. Dans la majorité des cas, la maladie guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours, mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines. Afin de prévenir la transmission de la maladie, il est conseillé de se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon avant de s'occuper d'un bébé, d'éviter de le mettre en contact avec des personnes enrhumées et des lieux enfumés, de nettoyer régulièrement les objets avec lesquels il est en contact, ou encore d'aérer régulièrement sa chambre. Et on termine maintenant avec du sport, plus précisément avec le football club de Mtsapéré qui honorait ses juniors hier après-midi. Une série d'équipements a ainsi été remise aux jeunes catégories, un investissement de près de 20 000 € pris en charge par le club, ses partenaires et des parents d'élèves, des parents de jeunes inscrits dans le club. Et pour la grande joie de 90 enfants formés et encadrés par l'équipe mtsapéroise, Sonia Samchudine nous en dit davantage. Voici les futurs Diables Rouges locaux. Sous les yeux des parents présents pour l'événement, les jeunes joueurs du FCM ont reçu tout un kit d'équipement, sacs de sport, jeux de maillot ou bien encore survêtements. Une véritable récompense et reconnaissance pour les jeunes catégories. Que du bonheur. Ces enfants, ils viennent tous les jours aux entraînements et là c'est pour les récompenser des efforts qu'ils font avec les parents. Vous voyez, il y a tous les parents des gamins qui sont là, tout heureux de voir les enfants avec des matériels de foot, parce que pour progresser au foot, il faut avoir des bons matériels. Il faut être beau à l'entraînement, bien s'habiller pour bien jouer au foot et bien apprendre à la suite. Après l'école de foot de Baobab, il s'agit d'un grand retour de la politique d'encadrement et de formation pour l'équipe mtsapéroise. Un football club de Mtsapéré pleinement investi dans l'avenir de ces jeunes. C'est un grand moment de la vie du club. Pendant plusieurs mois, on a travaillé, on a fait le tour de Mayotte avec le président Bapou. On a réussi à collecter un peu d'argent qui nous a permis d'acquérir tout le matériel indispensable pour jouer au foot. On espère vraiment qu'en les accompagnant comme ça, dans une démarche qualité, on peut avoir des grands citoyens demain. FCM essaye modestement d'assumer sa part de Ressaleté, d'apporter sa part dans la construction du vivre ensemble ici à Mayotte, pour avoir demain des vrais citoyens capables de tenir même peut-être le pays. Près de 90 enfants sont suivis par le tout nouveau centre de formation. Des juniors bien heureux de leur cadeau, mais qui ne manquent pas d'exigence. Je suis heureux, j'aime bien ce matériel. J'aimerais avoir le t-shirt le numéro 7, comme Cristiano Ronaldo. J'ai reçu mon maillot, mon survêtement. J'espérais avoir le numéro 8, 7 ou 10, mais je ne les ai pas eus. J'ai le numéro 23. Je pense qu'avec ça, on pourra gagner tous les matchs. Équipés de la tête aux pieds, désormais, rien ne manque aux petits poussés pour réaliser d'excellentes performances. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et lundi de Pâques oblige, nous vous retrouverons mardi pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée, bonne fin de semaine à vous sur KTV et à mardi.